Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler de mes madeleines de Proust. Je pense que vous devez reconnaître le fond si jamais vous me suivez depuis un certain temps. Je suis actuellement en vacances chez mes parents et puisqu'il y a la plupart des livres que j'ai lus quand j'étais ado qui sont encore ici parce que je n'ai pas voulu les prendre avec moi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir un petit peu ce que j'ai lu, en tout cas les livres qui m'ont marqué lorsque j'étais ado et de voir un petit peu si mes goûts ont évolué depuis ou alors si j'ai toujours à peu près les mêmes goûts. Évidemment je ne vais pas vous parler du Petit Prince, d'Harry Potter, de Hunger Games parce que ce sont déjà des œuvres dont j'ai vraiment trop parlé sur ma chaîne, mais j'avais vraiment envie d'aller vers des œuvres dont on n'entend pas parler ou dont on n'entend pas beaucoup parler. Je vais vous parler des Menteuses de Sarah Shepard et c'était aux éditions des Fleuves Noirs. Je suppose que ceux qui sont fans de Pretty Little Liars se retrouveront dans ce livre puisque c'est les livres dont est tirée la série. Vous allez donc rencontrer Arya, Spencer, Anna et Emily qui sont 4 copines qui se sont perdues de vue pendant quelques années suite à la disparition de leur amie commune. Sauf que lorsqu'elles reviennent toutes dans le village de Rosewood, enfin dans la ville de Rosewood, elles reçoivent toutes des messages étranges signés d'une certaine personne qui s'appelle A. Et en fait, A c'est la première lettre de leur amie qui a disparu il y a quelques années, Allison. Je ne sais absolument pas combien de tomes il y a en tout dans cette série, je pense qu'il doit y en avoir à peu près une quinzaine peut-être, mais moi j'ai décidé de m'arrêter au 8e, si j'en crois ma bibliothèque, puisque c'est la fin de l'intrigue avec A. Et en fait, je n'avais absolument pas envie de lire la suite. Pourquoi ça m'a marqué? Puisque c'est la première série policière que j'ai pu lire. C'est assez policier, mais ça garde quand même un petit côté Gossip Girl. C'est clairement une série qui m'a marqué, puisque ce sont des livres que j'ai littéralement bouffés. J'étais capable de lire un tome en une après-midi. Et ça, c'était vraiment pour moi un exploit. C'est quand même une bonne intrigue, il y a quand même des personnages assez attachants, il y a des personnages qu'on adore détester aussi. Anna était clairement la fille que j'admirais mais en même temps que je détestais parce que c'est la plus peste du groupe. Les Menteuses est une série que je recommanderais quand même pour les filles parce que c'est quand même clairement orienté féminin hein, avec les balles, les soirées. Les filles elles ont une soirée toutes les semaines. Les Menteuses je le conseillerais quand même si vous avez envie de vous lancer dans le policier et que vous avez quand même pas envie de trucs trop glauque. Franchement c'est pas mal. On va rester dans le policier avec Une irrésistible envie d'aimer de Meg Cabot, publié aux éditions Albin Michel. C'est une enquête policière où nous allons suivre Heather Wells. Elle est directrice adjointe de l'université de New York et un jour, alors qu'elle est en train de faire le tour des cuisines, elle va se rendre compte qu'il y a la tête d'une étudiante dans une casserole. C'est le deuxième d'une trilogie, mais sincèrement, je n'avais pas lu le premier tome et j'avais quand même réussi à lire le deuxième tome sans trop me perdre. Je me souviens avoir passé un bon moment sur ce livre. Je serais incapable de vous raconter l'histoire, je me souviens même plus de qui a tué, mais sinon c'est quand même très sympa. Vous pouvez quand même vous orienter vers cette série qui reste quand même assez girly de par le personnage principal. Meg Cabot est quand même une auteure assez incontournable quand on veut se pencher sur le young adulte et en plus elle touche à tout donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est quand même une auteure vers laquelle on peut facilement se tourner quand on a envie de lire mais qu'on sait pas vraiment quoi. Elle a quand même fait suffisamment de bouquins pour qu'on puisse trouver quelque chose qui puisse nous intéresser. On va rester sur les enquêtes avec Cathy's Book de Stuart Yesman et Brigg, publié aux éditions Bayard. Alors, ce livre, on le voyait partout. Je pense que si Booktube existait à l'époque, on en aurait parlé. C'était vraiment le livre à lire à l'époque. Il était lancé parce que le principe de ce livre, et l'intrigue aussi, c'est que Cathy, donc le personnage principal, a perdu son journal intime. Et en fait à l'intérieur vous avez des pièces à conviction on va dire, donc plein de choses qui ont été retrouvées dans le journal de Cathy. Ces choses vont nous aider à démêler une enquête, à voir où a bien pu passer Cathy puisque Cathy a disparu. Moi j'adore tout ce qui est énigme, j'adore tout ce qui est enquête, j'aime énormément me poser des questions et être impliquée dans l'histoire, donc pour moi Cathy's Book c'était vraiment le livre où j'étais clairement impliquée dedans. J'étais persuadée que j'allais l'adorer, mais quand je suis arrivée à la fin, j'ai été déçue. J'ai été déçue puisque ce n'est pas une fin ouverte, on sait clairement où est Cathy, et ça m'a profondément frustrée parce que je me suis dit, vu que c'est son journal, il y a forcément un jour où elle va dire je vais aller à tel endroit, et puis plus rien. Et après ils ont quand même réussi à nous pondre une suite. Je crois que il y a au moins 5 tomes dedans. Après, l'intrigue en elle-même est plutôt sympa. Ce livre, franchement, m'a marqué justement parce qu'il m'a déçu. Mais je pense que ce serait une excellente idée de reprendre ce concept et tout simplement de laisser libre cours à l'imagination de la personne arrivée à la fin du journal, que ce soit une fin ouverte. Après, moi ça ne l'a pas fait.
Et ça ne le fera jamais malheureusement. Alors, quand je disais que je n'allais pas parler de Harry Potter, que j'allais pas parler du Petit Prince, etc., je ne vais pas non plus parler de Twilight, parce que Twilight, ça a été vu et re-revu. Ça a été une série que j'ai adorée, le premier tome, je l'ai relu plusieurs fois parce que j'adorais vraiment. J'avais beaucoup aimé les films, même si je n'ai pas vu les 2 derniers encore, même si ça fait quelques années qu'ils sont sortis. Mais il y a un autre livre de Stephenie Meyer dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Les âmes vagabondes. C'est un livre qui m'avait énormément plu et qui m'a quand même donné envie de lire de la SF. Malgré tout ce qu'on peut dire sur le style de Stephenie Meyer, on ne peut pas nier que c'est elle qui m'a donné envie d'aller dans la SF. Vous allez donc rencontrer Mélanie qui est une humaine. Mais c'est un détail important puisque la Terre est envahie par les extraterrestres qui prennent des humains pour leur introduire des aliens. Pour que les aliens puissent petit à petit envahir la Terre, c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire. Mélanie va se faire attraper et c'est l'âme vagabonde qui va se retrouver dans le corps de Mélanie. Sauf que l'esprit de Mélanie est toujours là et qu'elle la pousse à aller vers un groupe de résistants. Évidemment, le vrai côté intéressant du livre, c'est la cohabitation entre l'âme vagabonde qui n'a pas conscience qu'elle fait quelque chose de mal pour l'espèce humaine, et Mélanie qui est totalement horrifiée de se dire qu'il y a un alien qui peut contrôler son corps puisqu'elle faisait partie d'une poche de résistance. Donc moi j'avais vraiment énormément aimé ce livre. De la première à la dernière page, je n'ai pas lâché et à la fin j'ai pleuré comme une madeleine. Ça a vraiment été un livre où je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage et où je trouvais l'intrigue vraiment très intéressante. Après, en y réfléchissant à 2 fois, je me dis que si je le lisais maintenant, je pense que ce serait une déception parce que Stephenie Meyer a quelque chose qui me frustre maintenant beaucoup, c'est qu'elle a tendance à trop s'attacher à ses personnages. Surtout les personnages gentils, évidemment. Quand on regarde Twilight, quand on regarde Les âmes vagabondes, je n'ai pas encore lu son autre livre, mais j'ai un peu peur que ce soit un petit peu comme ça, c'est que Stephenie Meyer a énormément de mal à se débarrasser de ses personnages gentils. Elle a vraiment énormément de mal à faire que ses romans soient réalistes. Ça se termine trop bien, ça se termine trop bien. Voilà, c'était vraiment un univers très intéressant qu'elle a développé. Après, voilà, son gros souci, c'est que elle a du mal à donner des épreuves réalistes à ses personnages principaux et à ses personnages gentils. Mais je le conseille quand même, parce que c'est quand même un univers vachement intéressant. On va maintenant passer au côté manga de ma période ado, puisque j'ai eu une grosse période manga. Je vais donc vous présenter Vampire Knight de Matsuri Ino, publié aux éditions Panini Manga. Vous allez donc rencontrer Yuki, qui est une étudiante un petit peu particulière, puisqu'elle étudie dans un lycée un petit peu particulier puisqu'il y a 2 groupes de lycéens, les lycéens de jour et les lycéens de nuit. La particularité des lycéens de nuit, c'est que ce sont des vampires. Et seuls Yuki et Zero qui l'aident justement à bien faire la transition entre les étudiants de jour et les étudiants de nuit, ils sont les 2 seuls à connaître le secret des étudiants de nuit et évidemment ce secret doit être bien gardé. Ça va être compliqué pour moi d'en parler parce que là aussi je ne suis pas arrivée jusqu'au bout, je suis arrivée au tome 8, mais c'était sincèrement une série que j'aimais beaucoup. C'était vraiment très intéressant puisque contrairement à Twilight, ça reprend assez bien le mythe du vampire, c'est-à-dire la créature de nuit. Je sais plus s'il crame au soleil. Il y avait vraiment un côté dark que j'aimais beaucoup et un côté aussi très, comment dire, avec des complots, des secrets. Il y a des histoires avec machin qui vont se répercuter sur Yuki et Zero. Le côté romance non dite, ça m'a énormément émoustillé à l'époque. Je crois qu'il y a 20 tomes dans cette série, donc je ne sais pas si je vais me lancer dans les 20 tomes. Peut-être que si je trouve les tomes en occasion, les tomes qui me manquent en occasion, je vais pouvoir lire la fin. C'était clairement une série que j'adorais, donc que je pourrais facilement reprendre. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer les œuvres qui, là par contre, m'ont tellement marqué que j'ai voulu les garder avec moi. Je vous retrouve tout de suite. C'est cool la magie, hein. Le premier livre que je vais vous présenter et qui est certainement un livre que dans un futur plus ou moins proche, je compte bien relire et peut-être lire la suite aussi puisque c'est encore un livre où je n'ai pas lu la suite. Je pense que quand j'étais ado, j'étais pas très fan des suites, hein. Chronologiquement parlant, ça doit être le premier livre de dystopie que j'ai lu. C'est vraiment un livre que j'avais adoré à l'époque et je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi est-ce que je n'ai pas lu la suite. Je vais vous présenter La Déclaration de Gemma Mallet publiée aux éditions Naïve. Vous allez y découvrir Anna qui est une surplus.
C'est-à-dire que c'est une enfant d'environ 12-13 ans, quelque chose comme ça. Elle habite dans un pensionnat où tous les surplus y sont confinés. Et les surplus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des enfants qui n'étaient pas censés naître. Et ils sont considérés comme des rebuts de la société, hein, genre c'est de votre faute si la société va mal, etc. Donc c'est quelque chose de très positif. Hein. C'est dans une société futuriste où la science a réussi à trouver un moyen d'augmenter l'espérance de vie des gens, et donc pour éviter la surpopulation de la Terre, parce qu'ils sont quand même pas si cons que ça, chaque personne qui prenne le traitement pour augmenter leur espérance de vie ne doivent pas faire d'enfants pour éviter de surpeupler la Terre, qui part quand même d'une bonne intention, sauf qu'évidemment il y a des parents qui ont pris le traitement et qui ont quand même eu des enfants, et nous suivons Anna qui est dans ce cas, qui considère ses parents comme des criminels. Un jour elle va accueillir un nouvel arrivant qui est un jeune garçon d'à peu près son âge, et il lui dit qu'il connaît ses parents et qu'il la connaît elle aussi, alors que c'est la première fois qu'elle le voit de sa vie. Sincèrement, c'était un livre que j'ai adoré, même si je me souviens pas de grand chose. Je me souviens que je m'étais beaucoup attachée au personnage d'Anna. La pauvre gamine, elle se retrouve dans des conditions vraiment atroces, et on en vient carrément à détester ses parents au début, puisqu'on est carrément de son point de vue. Même si, avec le recul, on se dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu penses ça? Pourquoi est-ce que tu vas dans leur sens? Alors que c'est horrible ce qu'ils leur disent, c'est que voilà, ce sont des rebuts de la société, c'est de leur faute si la société va mal, etc. Donc c'est quelque chose de très négatif. Ça n'allait pas jusqu'au point où j'allais la détester, parce que depuis qu'elle est gamine, on lui dit que c'est un rebut de la société, donc elle peut pas penser autrement en fait. Dans ce premier tome, nous allons principalement rester dans le pensionnat et nous allons pas vraiment nous balader dans la société, donc on est vraiment du point de vue des enfants qui ne voient que le pensionnat, et on est vraiment à la place de ces enfants qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur esprit critique et leur libre arbitre en fait. On leur dit dès la naissance que ils n'auraient jamais dû naître et que bah de toute façon ils sont là, bah il faut bien qu'on s'en occupe, mais que s'ils n'étaient pas nés, bah ce serait quand même mieux pour la société. Si vous n'avez pas envie d'aller dans les Divergentes, dans les Hunger Games, ce genre de dystopie là où c'est vraiment action, et que vous avez vraiment envie d'être vraiment plongé dans une dystopie, je vous le recommande vivement. Je garde un excellent souvenir de cette dystopie et je vous le recommande vivement. Ensuite, ce livre est encore le premier tome d'une série que je n'ai pas continuée. Je vous présente donc le premier tome des Chroniques des Temps Obscurs, Frères de Loup de Michel Pavert, publié aux éditions Hachette. Alors on va totalement quitter les trucs futuristes ou même actuels, puisqu'on va remonter dans le passé, dans une époque préhistorique, où nous allons suivre deux personnages, un jeune garçon et un loup, qui ont la particularité de voir un mâle sévir dans la forêt dans laquelle ils habitent, et ce mâle prend la forme d'un ours qui grossit de plus en plus à force qu'il envahit la forêt. Pour celui-ci, ça va être une chronique très courte, puisque je ne me souviens pas de grand chose de ce livre. Je me souviens d'un mélange d'émotions. En fait, on est vraiment dans une ambiance très ésotérique, dans une ambiance très paranormale. C'est un peu comme Frères des ours en fait. Vous voyez tout le truc avec la prophétie, avec les totems, machin. Bah c'est un peu dans le même délire. On est vraiment dans une ambiance très sauvage, très nature, avec justement en toile de fond cet ours qui commence à attaquer la forêt. Je serais pas capable de vous en dire beaucoup plus, c'est ça qui me frustre un petit peu, c'est que je serais pas capable de vous en dire beaucoup plus. C'est un livre qui a un grand attachement sentimental, j'avais vraiment beaucoup aimé. Si vous le trouvez en occasion pour pas trop cher, sincèrement vous pouvez vous lancer. Et pour finir, on va rester sur une ambiance un peu Moyen-Âge, un peu au Moyen-Orient, puisque je vais vous présenter Seiyuki de Kazuha Minekura, publié aux éditions Panini Manga. Vous allez rentrer dans un monde où les humains et les monstres vivent en parfaite harmonie. Sauf qu'un jour, les monstres, pour une raison obscure, commencent à attaquer les humains et à les attaquer violemment, hein, jusqu'à les tuer certains. Et pour trouver la source de ce mal, 4 mercenaires sont envoyés à l'autre bout du pays pour trouver la source de ce mal et l'arrêter avant que les monstres ne tuent tous les humains et que les humains tuent tous les monstres. Alors ce manga, je l'avais découvert par le biais de l'animé et j'avais commencé à acheter les mangas, sauf que un manga en grand format, ça coûte cher, ça coûte 10,20 €. Je suivais principalement l'animé plutôt que le manga. C'est un manga d'action, c'est un seinen, je sais pas si c'est considéré comme un seinen, mais moi je le considère comme un seinen, qui va aborder des sujets plus ou moins violents avec des combats plus ou moins sanglants. La force de ce manga, ce sont les 4 personnages principaux qui ont des caractères totalement opposés les uns des autres, mais qui sont obligés de s'allier pour réussir leur mission. Donc on a un alcoolique, un mec qui pense qu'à bouffer, un coureur de jupons et un mec qui essaye de calmer un peu tout ça. On se retrouve un petit peu avec les maraudeurs, même si c'est un peu plus poussé que les maraudeurs. J'avais sincèrement aimé l'humour, qui n'est pas un humour très subtil, hein. Je sais pas, j'avais vraiment accroché
à l'animé et du coup j'avais décidé de me prendre les mangas parce que je voulais absolument découvrir plus en détail l'univers de ce manga. Et avec 3 des personnages de ce groupe, nous avons la possibilité d'avoir un questionnement sur l'identité, sur la personnalité, puisqu'ils ont tous les 3 un secret qu'ils voudraient mieux garder. J'avais vraiment beaucoup aimé la diversité des caractères, j'avais vraiment beaucoup aimé l'humour de ce manga, et aussi l'univers qui était un univers que je n'avais jamais vu en fait dans un animé. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, je vous y invite fortement. Si je devais faire un bilan des lectures que je vous ai proposées, eh ben on remarque quand même qu'il y a des bases, des lectures que j'aime encore aujourd'hui, donc des polars, on a de la dystopie. En fait, j'ai pas vraiment évolué, enfin j'ai évolué dans mes lectures en allant vers quelque chose de bien plus poussé. Au niveau stylistique, c'est pas la grande joie, hein. Disons que je me suis vraiment orientée vers des lectures qui restent sur des bases que j'ai vraiment beaucoup aimées quand j'étais jeune, mais je vais aller plus vers quelque chose de stylistiquement plus intéressant et plus travaillé que les littératures young adultes. Je ne dis absolument pas qu'il faut éviter la littérature young adulte. Au contraire, il y a de très belles pépites que nous pouvons découvrir. C'est vrai que maintenant je m'oriente un petit peu plus vers le contemporain, vers la littérature plus adulte, mais je garde quand même d'excellents souvenirs des lectures que j'ai pu faire quand j'étais ado. Et si j'ai pu vous donner envie de découvrir ces livres, eh ben j'en suis vraiment très heureuse. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à reprendre le concept, à en faire une vidéo ou à répondre dans les commentaires à cette question. Quelles sont vos Madeleines de Proust quand vous étiez enfant ou quand vous étiez ado? Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.